Donc on va enchaîner tout de suite avec la troisième conférence de David Valdaillet, qui, lui, donc, qui, je rappelle, est directeur de recherche à l'INRA, donc à Rennes, et qui va nous parler de ce qui se passe là, plus dans nos intestins, mais bien dans notre cerveau, et ce que déclenche le plaisir de manger. Si j'arrive à déclencher la présentation. Si la présentation démarre, mais je suis assez confiant, on devrait y arriver. Est-ce que le déclenchement d'une présentation déclenche une hormone de plaisir dans le cerveau du chercheur? Ça, je ne sais pas. Je peux brancher c'est pourquoi sinon je suis le clavier, d'accord. Après les intestins, le cerveau. Très bien. Merci pour l'introduction et merci à Régis Ancard de m'avoir invité à faire cette présentation aujourd'hui. Voilà. Donc, je vais vous parler après l'intervention du professeur Debré sur le microbiote. On va faire une plongée ensemble dans le cerveau, puisque, comme vous l'avez dit, on considère parfois le microbiote comme le deuxième cerveau. Moi, je vais vous parler du premier cerveau, celui qui se trouve tout en haut. Donc, avant, un petit rappel sur les deux grands systèmes dans le cerveau qui permettent de contrôler la prise alimentaire et le fait qu'on s'alimente. Première boucle de régulation, c'est ce qu'on appelle l'homéostasie. Ça, vous savez tous ce que c'est. C'est des équilibres physiologiques, métaboliques. C'est assez simple en pratique, c'est très mathématique. Vous consommez des choses, des aliments, c'est ce qui va vous apporter de l'énergie, des nutriments, et à côté, vous devez en dépenser par le biais de votre métabolisme basal, de votre thermorégulation et de votre activité physique. Quand tout se passe bien, ça devrait être égal en entrée et en sortie, malheureusement, bien souvent. Une autre chose se mêle de l'histoire, c'est tout ce qui touche au plaisir alimentaire. Et cette deuxième boucle de contrôle du comportement alimentaire, elle est intimement liée à la première, et parfois elle peut même la surpasser, ce qui peut expliquer pourquoi on continue de manger par plaisir et non plus par faim homéostatique. Donc il y a plein de dimensions qui sous-tendent ce plaisir, ces influences hédoniques. On parle d'aimer un aliment, de vouloir manger un aliment, c'est le wanting en anglais, parce que des fois on aime le gâteau au chocolat, mais on va se restreindre, on va plutôt prendre le fruit plutôt que le gâteau, c'est la restriction cognitive. Et je parlais un peu de palatabilité aujourd'hui, de tout ce qu'on ressent en termes de plaisir quand on mange ou quand on approche un aliment. Alors, pour parler de cerveau, j'ai représenté cette petite boîte noire, c'est votre cerveau. Et il y a plein de choses qui se passent dans votre cerveau, c'est ce qu'on appelle les processus cognitifs. Et quand on va manger, approcher un aliment, différentes étapes vont se produire. Tout d'abord, une étape de perception sensorielle de l'aliment, puis on va se représenter mentalement l'aliment. Si je vous dis pomme, vous savez ce que c'est qu'une pomme. Vous allez vous représenter l'image, l'odeur, le goût de la pomme. Et puis ensuite vont intervenir des mécanismes de prise de décision qui vont conduire au comportement alimentaire. Eh bien, dans le cerveau, il y a une multitude de facteurs extérieurs qui vont influencer ces processus cognitifs. Les premiers facteurs dont on va parler, bien sûr, ce sont les facteurs qui touchent à l'aliment, donc le goût, l'odeur, c'est ce qu'on appelle les perceptions extéroceptives, mais il y a aussi des perceptions interoceptives, viscérales. Notre ventre perçoit des choses, consciemment ou non. Votre ventre se distend après l'ingestion d'une bonne soupe, vous en avez conscience, mais votre intestin peut aussi percevoir plein de choses dont vous n'avez pas conscience. Mais votre cerveau intègre parfaitement toutes ces informations. À ces facteurs alimentaires s'ajoutent des facteurs contextuels. Donc, le contexte, c'est l'environnement où vous allez acheter vos aliments, l'épicerie de quartier ou alors la grande surface, l'environnement où vous allez consommer ces aliments, le restaurant, le domicile, avec des amis ou seul. Et toutes ces informations vont influencer la manière dont vous allez percevoir du plaisir lors de votre repas. D'autres choses aussi sont importantes, c'est tout ce qui concerne les informations périphériques, je dirais, à l'aliment, ce que vous trouvez sur le packaging, les emballages. Ce n'est pas anodin, tout cela va avoir une grosse importance dans vos choix, à la fois d'achat et de consommation. Ensuite, Régis en a un peu parlé tout à l'heure, tous ces facteurs individuels qui vont moduler, consciemment ou non, notre prise alimentaire et le plaisir que l'on va ressentir à manger. Donc, bien sûr, il y a les facteurs liés à l'âge, au genre, au sexe, à l'état métabolique, selon qu'on est de poids normal ou d'obèse, j'en parlerai bien plus tard dans ma présentation, la génétique aussi, et puis le facteur socio-économique qui ont un poids considérable sur les habitudes alimentaires. Ensuite, il y a bien sûr les facteurs sociétaux, c'est pas anodin si on a fait intervenir un sociologue aujourd'hui, qui vont avoir un poids aussi considérable sur la façon dont on va concevoir notre relation à l'aliment et la façon dont on va manger.
Alors bien sûr, quand on veut s'intéresser à ce qui se passe dans le cerveau, il y a plein de choses qui concernent la mémoire. Et tout au long de la vie, on se construit un répertoire alimentaire du fait de ces images sensorielles qu'on apprend jour après jour. Et toutes ces images sensorielles, elles vont avoir des dimensions, des associations avec ce qu'on a perçu, expérimenté de cet aliment. Et cela construit des attentes, forcément, envers l'aliment. Et tout cela, bien sûr, va conduire au comportement qui est soit l'acquisition, l'achat ou l'ingestion d'aliments qui ont été sélectionnés par nous-mêmes. Et quand on veut modifier le comportement, vous verrez qu'il y a tous ces facteurs qui peuvent être manipulés pour à la fois traiter des questions de prévention, pour prévenir des conduites, des habitudes alimentaires délétères et favoriser des habitudes favorables. Et puis, quand on est dans le versant pathologique, il y a de nombreuses thérapies, j'en donnerai quelques exemples tout à l'heure. Alors, je vais beaucoup vous présenter des images d'imagerie cérébrale, que ça ne vous effraie pas. Vous verrez beaucoup ces images de cerveau, je vous expliquerai en quoi ça concerne. Et donc ici, c'est une image de cerveau qu'on a acquise sur des gens à qui on a fait goûter des milkshakes au chocolat. Donc c'est gras, c'est sucré, c'est très bon. Et vous voyez ici qu'il y a des zones dans le cerveau, comme le cortex orbitofrontal, derrière le front, qui s'active spécifiquement lorsque l'on reçoit du plaisir, lorsque l'on perçoit du plaisir. Donc c'est corrélé au plaisir. Plus on a du plaisir avec la texture grasse du milkshake, plus ça s'active. Il faut savoir aussi que dans le cerveau, d'autres structures cérébrales vont coder non pas le plaisir, mais les caractéristiques physiques de l'aliment. Est-ce que c'est plus ou moins sucré, plus ou moins salé? Est-ce que la texture est plus ou moins visqueuse? Donc comme par exemple l'insula, ici vous en avez deux dans le cerveau, et qui vont coder pour des propriétés physiques. Donc, petit message clé, à chaque fois j'aurai un message clé que vous devrez retenir. Il y a certaines zones cérébrales qui vont reconnaître les propriétés physiques de l'aliment et d'autres qui vont en interpréter la valence plaisir, et c'est sur celle-ci que je vais beaucoup insister aujourd'hui. Donc, un exemple d'étude assez amusante, c'est pour illustrer par le biais de l'imagerie cérébrale les gens qui sont plutôt bec sucré ou bec salé. Donc, si je prépare deux solutions d'eau avec beaucoup de sucre d'un côté ou peu de sucre de l'autre et que je les fais goûter à des gens, on peut voir qu'il y a deux populations qui vont se distinguer. Ce qu'on va appeler les sweet likers, les gens qui aiment le sucre, les becs sucrés, et puis les sweet dislikers, ceux qui aiment moins le sucre. Et vous voyez que cette région du cerveau, le cortex préfrontal ventromédian, juste derrière le front, il s'active beaucoup plus chez les becs sucrés quand ils goûtent la solution très sucrée, et il s'active beaucoup moins chez ceux qui n'aiment pas le sucre. Donc même si vous me mentiez, si vous me disiez « je n'aime pas le sucre », si je faisais une imagerie cérébrale dans votre cerveau, je pourrais mettre en évidence que votre cerveau, lui, perçoit beaucoup plus de plaisir quand vous goûtez une solution sucrée. Donc, toutes ces perceptions du plaisir, elles sont vraiment différentes vis-à-vis des individus, et c'est lié à notre histoire, à notre expérience et aux associations tout au long de notre histoire que l'on a faites avec l'aliment. Tout à l'heure, je vous parlais de packaging et d'informations que l'on peut voir sur les emballages des aliments. Et vous allez voir, cette étude montre qu'elle peut avoir un effet, un impact sur notre prise de décision et notre plaisir ressenti à acheter ou à consommer un produit. Donc, c'est une étude assez simple qui a présenté à des patients, enfin des sujets, en imagerie cérébrale, deux types de labels. Donc, soit un label goût, donc si j'ai une fraise ici, je vais dire que c'est sucré et juteux, et parfois il présentait un label santé, donc ici faible teneur en gras, puis pour des frites, ça va être riche en calories. Donc, premier élément de cette étude, ils ont essayé de voir si la présentation d'un label permettait de modifier l'évaluation alimentaire, l'évaluation de plaisir que la personne en faisait. Et on voit que quand on présente un label goût, ça augmente la dimension plaisir associée à l'image de l'aliment. Par contre, quand on présente un label santé, ça augmente la prise de conscience d'un coût santé dans la consommation de cet aliment. Et vous voyez ici que quand on demande aux gens de prendre une décision, est-ce que vous voulez manger ça plutôt que ça, on se rend compte que quand on présente un label santé, on va biaiser la décision de la personne en faveur d'une considération santé. Et une chose intéressante, cette amygdale là que vous voyez ici, rien à voir avec les amygdales qu'on a dans la gorge, elles sont importantes dans le codage, l'association entre différents types d'informations. Autrement dit, l'amygdale sert ici à associer des informations liées à l'image de l'aliment avec des informations de contexte, soit liées au goût, soit liées à la santé. Et vous voyez ici que l'amygdale, elle communique beaucoup, elle parle beaucoup avec cette zone du cortex préfrontal qui est un rôle important dans la prise de décision. Ce qui explique pourquoi ces informations contextuelles vont modifier la façon dont on va percevoir l'aliment, et elles peuvent contribuer à orienter les prises de décision. Et ce n'est pas du tout anodin, vous savez que les industriels savent pertinemment ça. Ce n'est pas un hasard si sur un paquet de chips, vous voyez à la fois des informations liées au goût, nouvelles recettes, saveur poulet, etc. et des informations liées à la santé, 0 trans fat, 30% de gras en moins, etc. Parce que tout ça va avoir un impact sur votre prise de décision et d'achat. Une étude que j'aime bien présenter, c'est une étude qui a été faite par Rex Tice et ses collègues dans l'Oregon, aux États-Unis, qui sont intéressés à des adolescents de poids normal,
Et ils ont essayé de regarder ce qui se passe dans une zone du cerveau qui est intimement liée au plaisir, la perception du plaisir et de la motivation. C'est dans le striatum, c'est au cœur du cerveau, ce sont des noyaux profonds. Et ils ont présenté un milkshake au chocolat à ces adolescents et ils ont comparé deux populations différentes. Des adolescents de poids normal qui ont un risque élevé d'obésité, autrement dit qui ont un ou deux parents qui sont déjà obèses, et puis des adolescents qui sont de poids normal et qui n'ont pas de parents avec des antécédents d'obésité. Et ils se rendent compte que les adolescents qui ont des parents obèses répondent différemment dans leur cerveau à la récompense liée à ce milkshake au chocolat. Leur noyau codé, dans le striatum, c'est au fond du cerveau, réagit davantage à cette perception du milkshake au chocolat. Autrement dit, la perception du plaisir dans le cerveau, elle peut être biaisée par des facteurs, vous allez me dire, ça peut être soit des facteurs génétiques, soit des facteurs, je pense que c'est plus important, des facteurs éducationnels. Autrement dit, la façon dont ils ont été élevés, habitués à consommer des aliments, à modifier des choses dans leur cerveau, leur perception du plaisir. Maintenant, une étude qui montre comment le poids corporel peut modifier la façon dont le cerveau perçoit le plaisir lié à l'alimentation. Toujours dans le cas d'un milkshake, on demande aux personnes d'anticiper une récompense. On leur montre une image de milkshake, on leur dit « vous allez en recevoir ». Donc imaginez la récompense que vous allez avoir. Et on se rend compte que là, vous avez le poids corporel, donc l'indice de masse corporelle. Plus on va vers la droite, plus les gens sont obèses. Et bien on se rend compte que l'activité de ces noyaux du plaisir au fond du cerveau, elles se mettent à croître en fonction du poids corporel des personnes. Et puis quand on fait une autre étude, on leur donne cette fois-ci l'aliment à goûter, le milkshake à goûter, on se rend compte qu'il y a une relation inverse. Plus les gens sont gros, on va dire, eh bien, moins ils ont d'activité dans cette zone du plaisir au niveau cérébral. Eh bien, si je devais traduire ça par une phrase toute simple, c'est qu'au niveau cérébral, les personnes obèses, elles attendent davantage de récompenses, de plaisir, mais une fois qu'elles consomment la nourriture, elles en reçoivent moins. Donc vous imaginez un peu tout le cercle vicieux que cela peut induire. Quand on attend plus de récompenses, qu'on en reçoit moins, on peut être forcément tenté de consommer plus d'aliments pour avoir la même dose de plaisir. Et j'en arrive à cette diapo qui montre combien, chez les patients obèses, on a des anomalies cérébrales qui se mettent en place dans le cerveau, notamment au niveau du cortex préfrontal, comme je vous l'ai dit, c'est une zone qui est importante pour tout ce qui touche aux fonctions exécutives, les choix, les prises de décision, les comportements motivés. On voit que l'activité de ce cortex préfrontal, elle est mise à mal chez les personnes obèses. Et puis il y a d'autres choses aussi qui sont altérées dans le cerveau, c'est notamment en relation avec la dopamine. La dopamine, c'est une substance chimique, un neurotransmetteur qui est très important pour la motivation et le plaisir, qu'on trouve dans le cerveau. Et vous voyez ces petites molécules chimiques en rouge. Eh bien, quand on regarde ce qui se passe dans le cerveau, au niveau de ces noyaux du plaisir, là, ce sont des personnes tout à fait normales, le poids normal, et là, des personnes obèses. Et plus c'est chaud, plus il y en a, en fait, de la dopamine, des récepteurs dopaminergiques. Et là, vous voyez qu'il y a beaucoup moins de récepteurs dopaminergiques dans le cerveau des personnes obèses. Donc autrement dit, d'après ce que je vous ai dit, il y a des anomalies au niveau des noyaux de la récompense, des anomalies au niveau des zones du cerveau qui contrôlent la prise alimentaire. Et donc ces zones cérébrales impliquées à la fois dans le contrôle cognitif et la perception du plaisir, elles fonctionnent moins bien. Alors vous allez me dire, c'est une question qu'on me pose souvent, ben oui, mais est-ce que c'est parce qu'elles ont des anomalies dans le cerveau qu'elles sont devenues obèses, ces personnes, ou est-ce que c'est parce qu'elles sont obèses qu'elles ont déclaré des problèmes au niveau cérébral? C'est toute la question de l'œuf et de la poule. Alors je n'ai pas pris les poules pour répondre à la question, j'ai utilisé des mini-cochons, des mini-porcs. Et on a fait une expérience qu'on ne pourrait pas faire chez l'homme, et c'est impossible de prendre deux groupes d'humains, dire pendant 10 ans, messieurs, dames, vous allez manger que du McDo ou que du fast-food, et puis l'autre groupe, vous allez bien manger, puis on verra bien ce qui se passe dans 10 ans dans votre cerveau. Et on a fait ça chez des mini-porcs, on a pris deux groupes, un groupe qui était bien nourri, un autre groupe auquel on a offert des aliments plus gras, plus sucrés, et qu'est-ce qu'on a observé dans leur cerveau, de ces animaux? Eh bien, les mêmes anomalies que celles qu'on a identifiées dans le cerveau des personnes obèses. Autrement dit, une perte d'activité dans le contexte préfrontal et dans le noyau accumbens, qui fait partie de ces centres, ces noyaux de la récompense. Autre chose intéressante, cette fois-ci chez l'homme, il a été montré que des femmes obèses qui ont réussi à perdre du poids suite à un régime vont présenter un regain d'activité dans le cortex préfrontal. Autrement dit, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que ces anomalies cérébrales liées à l'obésité, d'une part, elles sont induites par l'environnement nutritionnel, c'est pas gravé dans le marbre, c'est pas présent au préalable, et en plus, c'est réversible. Donc ça quand même donne un bon espoir. Si on réussit à perdre du poids, on peut réussir à recontrôler ces anomalies dans le cerveau. Alors les problèmes de poids, ce ne sont pas les seuls problèmes pathologiques qui vont occasionner des anomalies ou en tout cas des différences de fonctionnement cérébral. Tout à l'heure, on pourra parler avec Paul Bruno, catalyptologue. Et donc l'addiction alimentaire, c'est considéré aujourd'hui comme vraiment un trouble des conduites alimentaires. Il y a longtemps eu une controverse à ce sujet. Aujourd'hui, moi, j'y crois très très fort.
Et qu'est-ce qui se passe quand on fait passer de l'imagerie cérébrale à des gens plus ou moins addicts à l'alimentation, on va dire, hein. Vous avez ici un score YFAS, c'est le questionnaire qui permet de diagnostiquer les addictions alimentaires. Eh bien, on se rend compte que les gens qui ont un fort score d'addiction alimentaire répondent davantage, toujours hein, avec ce paradigme de « je leur fais goûter du milkshake au chocolat ». Et puis quand on se met en condition d'anticipation ou de consommation de la récompense alimentaire, on voit aussi que ces personnes qui sont addictes à l'alimentation vont répondre différemment de personnes qui, elles, ne sont pas addictes à l'alimentation. Autrement dit, même sans problème de poids, l'addiction alimentaire peut mettre à mal ces zones du plaisir impliquées dans la prise de décision et dans la perception de la récompense. Je vous ai parlé tout à l'heure aussi des valeurs sociales incitatives. C'est une étude qui s'est intéressée à la façon de modifier le comportement des personnes en faisant une thérapie cognitivo-comportementale. Donc il y a pléthore qui existent. L'une d'elles consiste par exemple à bien faire comprendre aux personnes les risques, les coûts auxquels elles s'exposent si elles consomment un aliment très gras, très sucré. Donc les coûts en termes d'image individuelle, les coûts en termes de santé bien entendu, puis les coûts sociaux, hein, forcément. Des fois on peut avoir des problèmes d'intégration quand on n'est pas bien dans sa peau ou quand les gens estiment que votre corps ne correspond pas à l'idéal de beauté ou de santé. Donc là, on demande aux gens de se focaliser sur ces coûts, hein, les aspects négatifs de la malbouffe, et puis dans un autre groupe, on va leur demander de se focaliser sur les bénéfices de ne pas consommer ces aliments. Donc autrement dit, vous allez mieux vous sentir dans votre peau, vous pourrez partir faire du sport avec vos enfants, vous vous sentirez mieux intégré, etc. Eh bien, quand on regarde ce qui se passe dans le cerveau avec ces deux stratégies, hein, cognitivo-comportementales, on se rend compte que toutes les deux, elles vont activer des choses dans le cortex préfrontal, le cortex qui est important dans l'évaluation plaisir hédonique, mais aussi dans la prise de décision, mais que quand on se focalise davantage sur les bénéfices de ne pas consommer cet aliment plutôt que sur les coûts, on se rend compte qu'on a un effet qui est plus significatif. Et donc vous imaginez bien que l'imagerie cérébrale pourrait servir à la fois à mieux évaluer l'efficacité de messages de santé publique, hein, parce que le manger et bouger, on sait aujourd'hui que ça ne marche pas en termes de communication sociétale, et puis d'améliorer, de concevoir de nouvelles stratégies cognitivo-comportementales, puisque ces stratégies cognitivo-comportementales, elles doivent impérativement prendre en compte à la fois la cognition, ce que je pense, les comportements, ce que je fais au quotidien, et les émotions, ce que je ressens quand je fais ces comportements. Et si on ne prend pas en compte ces trois dimensions, on ne pourra jamais résoudre des problèmes liés aux habitudes que les gens prennent. Parce que si on dit « cet aliment est mauvais pour vous », je sais que cet aliment est mauvais pour ma santé, mais je le mange quand même. Et pourquoi elle le mange, cette personne alors? Et probablement parce que ça lui procure du plaisir ou du réconfort. Donc demain, si on veut changer les habitudes, ce n'est pas culpabiliser les gens, c'est retrouver de nouvelles façons de faire retrouver du plaisir dans un nouveau mode d'alimentation. Et surtout pas de culpabiliser les personnes. Un exemple d'étude aussi qui s'est intéressée à la chirurgie bariatrique. Hein, souvent, c'est une chirurgie qu'on propose aux gens qui ont une obésité maladie, ou en tout cas des comorbidités, hein, des facteurs de risque pour d'autres maladies. Et c'est très efficace pour faire perdre du poids aux gens qui sont fortement obèses. Donc on enlève toute une partie de l'estomac et du duodénum, de l'intestin. Et bien, quand on fait cette chirurgie, on se rend compte que ça va modifier des choses dans le cerveau, ça va en quelque sorte reprogrammer certaines choses dans le cerveau, notamment au niveau de ce fameux cortex préfrontal et au niveau du striatum, encore une fois, les zones importantes dans la prise de décision et dans la perception, la motivation liée au plaisir. Et vous voyez bien qu'en termes de comportement, les gens qui ont subi un bypass, hein, elles veulent moins manger, c'est le liking, le wanting, et elles aiment moins manger les aliments qui sont très gras et très sucrés. On modifie à la fois des choses dans le cerveau et dans l'expression des comportements. On a réussi à reprogrammer en quelque sorte certaines anomalies cérébrales et à corriger certains comportements alimentaires. Mais on pourra parler avec Paul Bruno tout à l'heure de certaines bémols liés au bypass, parce que quand on fait un bypass sur des gens, par exemple, qui étaient addicts à l'alimentation, on peut très bien avoir des contournements, des réorientations des addictions. Et notamment, on a un certain pourcentage de gens qui déclarent des mésusages d'alcool, autrement dit des problèmes avec l'alcool après un bypass, alors qu'avant, elles n'avaient aucun problème avec l'alcool. Donc ça, c'est un des éléments négatifs de cette thérapie quand elle est mal orientée. Et puis je vais vous parler d'une chose un peu plus exotique, c'est le neurofeedback IRMF, donc ça c'est la machine qu'on utilise pour faire de l'imagerie cérébrale. Et c'est quoi le neurofeedback IRMF en temps réel? Le principe est assez simple, c'est qu'on va mettre un patient ou un volontaire dans la machine, on va acquérir comment fonctionne son cerveau en temps réel, et puis on va lui montrer
un résultat de cette activation cérébrale dans le cortex préfrontal, par exemple. Donc ce résultat, ça peut être soit une jauge qui monte, qui descend, un signal sonore qui monte, qui descend. Et le but, pour la personne qui est en imagerie, elle va devoir, par la simple volonté, essayer de modifier l'activité de son cortex préfrontal. Vous voyez, et vous essayerez par exemple avec votre cœur, vous regardez votre rythme cardiaque, hein, et donc il est, je sais pas, à 65 là maintenant, et bien par la seule volonté, je peux faire en sorte d'essayer de le baisser. Par l'entraînement, hein, les pratiquants d'arts martiaux, ceux qui pratiquent la méditation savent très bien faire ça. Eh bien, on peut faire ça aussi avec l'activité du cerveau. Et donc on avait publié une revue de synthèse en 2015 avec un consortium international en disant que cette thérapie pourrait être utilisée pour reprendre le contrôle volontaire de l'alimentation chez des personnes qui ont des problèmes de pulsions alimentaires. Et en 2017 et 2019, il y a les premières études qui ont montré que ça peut s'appliquer, hein, ce neurofeedback, ce rétrocontrôle au niveau cérébral, ça peut s'appliquer au comportement alimentaire. Donc la première étude a été faite sur les femmes de poids normal, ça a été reproduit en 2019 sur les femmes obèses. Et donc ça montre que le neurofeedback peut permettre de reprendre le contrôle sur certaines activités cérébrales qui sont capitales pour la sensation de faim, la sensation de plaisir liée à l'alimentation. Alors encore une chose un peu plus exotique, vous avez peut-être entendu parler de tout ce qui touche au mindfulness, hein, l'exercice de pleine conscience, méditation, etc., promenade en forêt ou d'autres activités physiques et intellectuelles. Eh bien, c'est une étude assez amusante qui montre que chez les personnes, là c'est les personnes âgées qui ont été utilisées, chez les personnes âgées qui ont un faible score de pleine conscience, quand on leur montre des images alimentaires, elles restent plus longtemps omnubilées par ces images alimentaires, et donc elles restent plus longtemps à penser à ces images d'aliments, en disant « ça me donnerait bien envie de manger ce gâteau, etc. » Et en comparaison, les gens qui ont un niveau élevé de pleine conscience, soit par habitude, soit parce qu'ils se sont entraînés, eh bien, elles vont rester moins longtemps préoccupées par ces stimuli. Donc vous imaginez bien que c'est une méthode qui pourrait être développée pour aider les gens qui ont du mal à se contrôler à reprendre le contrôle de certaines pulsions ou envies alimentaires. Donc 2 diapos de conclusion, je vous ai montré ici, très rapidement, en 20 minutes, quelques pistes de recherche pour agir sur l'alimentation, donc au niveau de l'aliment, au niveau du contexte, que ce soit au niveau du packaging ou de l'environnement de consommation, agir sur l'individu, bien entendu, sur la société, par le biais de campagnes éducatives ou de prévention, et puis si j'ai réussi à vous faire passer un message, j'espère que c'est celui-ci, c'est que les neurosciences et la neuroimagerie peut aider demain à concevoir à la fois de nouveaux aliments adaptés, à les replacer dans un contexte qui soit pertinent pour la santé, comprendre les liens entre nutrition et cognition, valider les effets au niveau du cerveau et de la santé, et puis imaginer de nouvelles stratégies de prévention. Alors toutes les études que je vous ai montrées, elles ont été obtenues avec des machines grosses et complexes qui permettent de faire de l'imagerie très précise, mais qui demandent d'être allongées, etc. Sachez qu'il existe d'autres stratégies pour faire de l'imagerie cérébrale, à tous les âges de la vie. Là, c'est de l'imagerie proche infrarouge chez les tout petits ou de l'imagerie par électroencéphalographie. Et on développe aujourd'hui des techniques de plus en plus précises pour effectuer des imageries de qualité. Dernière diapo, c'est une application d'imagerie cérébrale au parcours thérapeutique vers la médecine personnalisée. À quoi peut servir l'imagerie aujourd'hui? D'une part, je vous l'ai montré, ça peut servir à identifier les facteurs de risque, développer de la prévention et mieux caractériser les patients, parce qu'il est bien évident qu'on ne traite pas un anorexique comme un obèse, mais que bien souvent, par défaut de phénotypage, de caractérisation, ça peut arriver qu'on traite 2 obèses de manière similaire, alors que certains requerraient un traitement différent d'un autre obèse. Ça peut servir aussi à mieux prédire la réponse aux thérapies, à mieux orienter les patients dans les parcours de soins, et enfin, à vérifier que ces thérapies qu'on a menées ont réussi à améliorer le contrôle cérébral de la prise alimentaire et de la perception du plaisir chez les gens qui avaient des problèmes à ce niveau-là. Merci beaucoup pour votre attention.